Mais si l'on avait dit à ma grand-mère que ce Swann, qui en tant que fils Swann était parfaitement qualifié pour être reçu par toute la belle bourgeoisie, par les notaires ou les avoués les plus estimés de Paris, privilège qu'il semblait laisser tomber un peu en quenouille, avait, comme en cachette, une vie toute différente, qu'en sortant de chez nous à Paris après nous avoir dit qu'il rentrait se coucher, il rebroussait chemin, à peine la rue tournée, et se rendait dans tel salon que jamais l'œil d'aucun agent ou associé d'agent ne contempla. Cela eût paru aussi extraordinaire à ma tante qu'aurait pu l'être pour une dame plus lettrée la pensée d'être personnellement liée avec Aristée, dont elle aurait compris qu'il allait, après avoir causé avec elle, plonger au sein des royaumes de Thétis, dans un empire soustrait aux yeux des mortels, et où Virgile nous le montre reçu à bras ouverts. Ou, pour s'en tenir à une image qui avait plus de chance de lui venir à l'esprit, car elle l'avait vue peinte sur nos assiettes à petits fours de Combray, d'avoir eu à dîner Ali Baba, lequel, quand il se sera seul, pénétrera dans la caverne éblouissante de trésors insoupçonnés. Un jour qu'il était venu nous voir à Paris, après dîner, en s'excusant d'être en habit, Françoise, ayant après son départ dit tenir du cocher qu'il avait dîné chez une princesse. « Oui, chez une princesse du demi-monde, » avait répondu ma tante, en haussant les épaules, sans lever les yeux de sur son tricot, avec une ironie sereine. Aussi ma grand-tante en usait-elle cavalièrement avec lui. Comme elle croyait qu'il devait être flatté par nos invitations, elle trouvait tout naturel qu'il ne vînt pas nous voir l'été sans avoir à la main un panier de pêche ou de framboises de son jardin, et que de chacun de ses voyages d'Italie, il m'eût rapporté des photographies de chefs-d'œuvre. On ne se gênait guère pour l'envoyer quérir dès qu'on avait besoin d'une recette de sauce gribiche ou de salade à l'ananas pour de grands dîners, ou on ne l'invitait pas, ne lui trouvant pas un prestige suffisant pour qu'on pût le servir à des étrangers qui venaient pour la première fois. Si la conversation tombait sur les princes de la maison de France, des gens que nous ne connaîtrons jamais, ni vous ni moi, et nous nous en passons, n'est-ce pas, disait ma grand-tante à Swann, qui avait peut-être dans sa poche une lettre de Twickenham. Elle lui faisait pousser le piano et tourner les pages les soirs où la sœur de ma grand-mère chantait, ayant, pour manier cet être ailleurs si recherché, la naïve brusquerie d'un enfant qui joue avec un bibelot de collection sans plus de précaution qu'avec un objet bon marché. Sans doute, le Swann que connurent à la même époque tant de clubmen était bien différent de celui que créait ma grand-tante, quand le soir, dans le petit jardin de Combray, après qu'avaient retenti les 2 coups hésitants de la clochette, elle injectait et vivifiait de tout ce qu'elle savait sur la famille Swann l'obscur et incertain personnage qui se détachait, suivi de ma grand-mère, sur un fond de ténèbres et qu'on reconnaissait à la voix. Mais même au point de vue des plus insignifiantes choses de la vie, nous ne sommes pas un tout matériellement constitué, identique pour tout le monde, et dont chacun n'a qu'à aller prendre connaissance, comme d'un cahier des charges ou d'un testament. Notre personnalité sociale est une création de la pensée des autres. Même l'acte si simple que nous appelons voir une personne que nous connaissons est en partie un acte intellectuel. Nous remplissons l'apparence physique de l'être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui. Et dans l'aspect total que nous nous représentons, ces notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez. Elles se mêlent si bien de nuancer la sonorité de la voix, comme si celle-ci n'était qu'une transparente enveloppe, que chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons, que nous écoutons. Sans doute, dans le Swann qu'il s'était constitué, mes parents avaient omis par ignorance de faire entrer une foule de particularités de sa vie mondaine, qui étaient cause que d'autres personnes, quand elles étaient en sa présence, voyaient les élégances régner dans son visage et s'arrêter à son nez busqué comme à leur frontière naturelle. Mais aussi, ils avaient pu entasser dans ce visage désaffecté de son prestige, vacant et spacieux, au fond de ses yeux dépréciés, le vague et doux résidu, mi-mémoire, mi-oubli,
des heures oisives passées ensemble après nos dîners hebdomadaires, autour de la table de jeu ou au jardin, durant notre vie de bon voisinage campagnard. L'enveloppe corporelle de notre ami en avait été si bien bourrée, ainsi que de quelques souvenirs relatifs à ses parents, que ce Swann-là était devenu un être complet et vivant, et que j'ai l'impression de quitter une personne pour aller vers une autre, qui en est distincte, quand, dans ma mémoire, du Swann que j'ai connu plus tard avec exactitude, je passe à ce premier Swann dans lequel je retrouve les erreurs charmantes de ma jeunesse, et qui d'ailleurs ressemble moins à l'autre qu'aux personnes que j'ai connues à la même époque, comme s'il en était de notre vie, ainsi que d'un musée, où tous les portraits d'un même temps ont un air de famille, une même tonalité. À ce premier Swann, rempli de loisirs, parfumé par l'odeur du grand marronnier, des paniers de framboises et d'un brin d'estragon. Pourtant, un jour que ma grand-mère était allée demander un service à une dame qu'elle avait connue au Sacré-Cœur, et avec laquelle, à cause de notre conception des castes, elle n'avait pas voulu rester en relation malgré une sympathie réciproque, la marquise de Villeparisis, de la célèbre famille de Bouillon, celle-ci lui avait dit « Je crois que vous connaissez beaucoup M. Swann, qui est un grand ami de mes neveux des Laumes. » Ma grand-mère était revenue de sa visite enthousiasmée par la maison, qui donnait sur des jardins, et où Madame de Villeparisis lui conseillait de louer, et aussi par un giletier et sa fille, qui avaient leur boutique dans la cour, et chez qui elle était entrée demander qu'on fît un point à sa jupe, qu'elle avait déchirée dans l'escalier. Ma grand-mère avait trouvé ces gens parfaits. Elle déclarait que la petite était une perle, et que le giletier était l'homme le plus distingué, le mieux qu'elle eût jamais vu. Car pour elle, la distinction était quelque chose d'absolument indépendant du rang social. Elle s'extasiait sur une réponse que le giletier lui avait faite, disant à maman « Sévigné n'aurait pas mieux dit ». Et en revanche, d'un neveu de Madame de Villeparisis, qu'elle avait rencontré chez elle, « Ah, ma fille, comme il est commun !» Or, le propos relatif à Swann avait eu pour effet, non pas de relever celui-ci dans l'esprit de ma grand-tante, mais d'y abaisser Madame de Villeparisis. Il semblait que la considération que sur la foi de ma grand-mère nous accordions à Madame de Villeparisis lui créa un devoir de ne rien faire qui l'en rendît moins digne, et auquel elle avait manqué en apprenant l'existence de Swann, en permettant à des parents à elle de le fréquenter. Comment elle connaît Swann? Pour une personne que tu prétendais parente du maréchal de Mac-Mahon? Cette opinion de mes parents sur les relations de Swann leur parut ensuite confirmée par son mariage avec une femme de la pire société, presque une cocotte, que d'ailleurs il ne chercha jamais à présenter, continuant à venir seul chez nous, quoique de moins en moins, mais d'après laquelle ils crurent pouvoir juger, supposant que c'était là qu'ils l'avaient prise, le milieu inconnu d'eux, qu'ils fréquentaient habituellement.